Bonjour, je m'appelle Guy Carlier. On dirait les comédiens dans les Simpsons. Bonjour, je m'appelle machin. Vous m'avez sans doute vu dans une pub pour WC-Net. Tu sais, non. Bonjour, vous m'avez pas encore vu dans une pub pour WC-Net. Je m'appelle Guy Carlier. J'écris essentiellement des chroniques. En tout cas, j'écris sous toutes les formes que l'écriture peut prendre. C'est-à-dire que j'ai écrit pour la radio, pour la télé, essentiellement des chroniques. Je vous présente justement mon dernier recueil de chroniques qui s'appelle Guy Carlier allume la télé. Et comme vous l'avez compris, ce sont des chroniques consacrées à la télévision qui sont parues depuis quelques années, on va dire. C'est un best-of quand on n'a pas le courage de chercher le mot français, la compilation, voilà, des meilleures chroniques parues dans Télé 2 semaines depuis 5 ans. Alors, ce livre présente la particularité d'être sous-titré chronique douce amère, c'est-à-dire qu'il y a des chroniques amères, comme le Carlier que certains ont connu au début à France Inter, et parfois même cruelles, douces, comme ils l'ont connu également, et comme j'aime à l'être parfois, flirtant avec la nostalgie, l'émotion, et douce amère, c'est-à-dire entre les deux, en appuyant là où ça fait mal, et en caressant aussi parfois, dans le sens du poil, ceux qui me font vibrer. On a choisi celle qui restait d'actualité, pertinente ou toujours drôle ou émouvante, comme celle consacrée à Laurent Fignon, à Roland Garros par exemple, qui était une chronique que j'avais écrite un jour où il venait d'apprendre la maladie qui allait l'emporter et où il s'est retrouvé à côté de moi, Roland Garros. Et évidemment le visage défait par la nouvelle terrible qu'il venait d'apprendre. Et puis tout à coup une fille est passée, comme sont les filles à Roland Garros, avec des robes courtes, des jambes bronzées, un léger duvet blond comme ont les filles en été. Et tout à coup j'ai vu son œil s'éclairer, son visage se détendre au passage de cette fille. Et j'ai trouvé que c'était comme un doigt d'honneur à la mort, quoi. C'est venu peu à peu. Moi, j'ai toujours aimé écrire. À l'école, c'était un peu un lieu commun. Le français, c'était ma matière préférée, mais j'allais à des lectures faciles. J'ai jamais été un lecteur d'auteurs difficiles. J'ai jamais lu Proust. J'ai jamais. Enfin voilà. Moi, j'étais dans des lectures à la jouissance plus grossière, plus immédiate, comme ça. Moi, la finesse est venue peu à peu, mais au départ, c'était surtout un besoin de construction intellectuelle. Moi, j'ai pas eu de père, donc j'ai appris à vivre par la lecture de mon père spirituel qui est Frédéric Dard. Donc c'est pas Frédéric Dard, c'est évidemment pas Proust, c'est pas Cohen, c'est pas un auteur de ce type. Et pourtant, il y a là-dedans toutes les valeurs qui ont construit ma vie. J'ai toujours eu une facilité. Voilà, il y a des gens, je suis incapable de dessiner, puis j'ai une facilité avec les mots. C'est comme ça, c'est une chance. Mais évidemment, vous savez, je suis convaincu de ça dans l'écriture, quelque chose de l'ordre de la performance sportive. C'est-à-dire que si j'écris tous les jours, il y a une écriture d'échauffement, puis une écriture d'entraînement, puis une écriture de récupération, exactement comme dans les divers stades de l'acte sportif, et puis une écriture de compétition, qui est la chronique elle-même, ou le livre lui-même, qui va être destiné au lecteur. Et si je reste quelques jours sans écrire, j'ai un mal fou à me remettre après dans l'écriture comme un athlète qui reste sans s'entraîner, quoi. On a été troublé, il faut le dire, par l'arrivée de Sarah White, donc star du X, avec qui je vais m'empresser de prendre une photo. Bah oui. Donc ça ne passera pas à l'antenne. Vous me direz quand je serai... Euh, les rituels d'écrivain. Ah, j'aime bien écrire propre, quoi. J'aime bien être propre pour écrire. J'ai du mal à écrire sans m'être douché, par exemple. C'est une chose que je peux pas faire. Je crois que c'était Jonas qui disait que quand il composait des chansons, il mettait une chemise blanche, etc. J'en suis pas là, mais il faut que j'ai bu du café, il faut que je sois propre, enfin, il y a comme ça. Bah, je vous parlais de l'acte sportif, l'échauffement et tout ça, c'est à peu près la même chose, quoi.
c'est presque de l'ordre du rituel de vestiaire, quoi, plus que de gris-gris. Ah bah oui, c'était forcément Frédéric Dard, bien sûr. Puis après, il y a eu toute la littérature de la génération post-68 art, notamment Hermanès, qui était vraiment l'auteur qui est un peu tombé, je crois, dans le purgatoire. Non, on lit plus Hermanès. Si, on lit encore. Il a eu le prix Nobel, pour le jeu des perles de verre, tout ça, mais j'ai tout lu. Incontestablement, c'est Frédéric Dard qui m'a construit. Sinon, dans ma vie de directeur financier, j'étais un consommateur de lecture biographique. J'adorais ça. Mais c'était un côté midinette, quoi. Mais j'ai lu des conneries. J'ai lu 120 ans de conneries, c'était les Charlots. Donc ils avaient 40 ans, ils étaient trois, ils avaient écrit 120 ans de conneries. Voilà, je me souviens de ça. J'ai lu l'autobiographie de Patrick Sabatier, de Micheline Dax. Pourquoi dites-vous ça en riant, ça s'appelait, je me souviens. Enfin, vous voyez, des choses comme ça. Bah, à quoi servent les artistes en général, bien sûr, à donner l'éternité au monde, à donner un peu d'éternité. Moi, j'ai redécouvert les librairies au hasard de mes signatures. Je vais signer, généralement il y a un débat, il y a tout. Je parle des belles librairies comme la librairie Kléber à Strasbourg, ou même je suis allé à Bruxelles dans une librairie incroyable, qui est une des plus belles d'Europe, je crois, qui s'appelle la librairie Filigrane. Voilà, c'était donc la structure classique, c'est-à-dire il y a un débat avec des gens qui vous posent des questions, il y a un journaliste qui expose un peu votre vie, puis ensuite il tend le micro aux participants. Il m'arrivait d'ailleurs une chose incroyable à Strasbourg, c'est que j'étais en train de répondre, la salle était donc pleine de gens qui me posaient des questions comme ça sur les bouquins, et puis je vois deux filles qui me tournent le dos carrément, c'est-à-dire qu'ils avaient retourné leur chaise face à deux autres filles et qui discutaient, quoi. Et là, je m'interromps au milieu d'une phrase et puis je dis, mais attendez, si ça vous intéresse pas, si c'est pour discuter de conneries, allez dehors. Et en fait, c'était des traductrices de sourds-muettes les... qui traduisaient ce qu'elles entendaient en en langage des sourds-muets. Et donc elles m'ont répondu ça et j'ai eu une humiliation terrible devant 200 personnes. Et là après j'en ai fait des tonnes. Ah mais venez là alors. Et c'est encore pire parce que vous dites aux sourds-muettes, ben, venez là, vous m'entendrez mieux, venez à côté de moi. Enfin, voilà, c'est une cascade de honte comme ça. Dans cette librairie à Bruxelles où j'étais il y a 3 semaines, j'ai donc répondu aux questions et alors c'était très étonnant. C'est une très belle librairie avec une cafétéria où les gens pouvaient consommer en parlant avec l'auteur. Et puis tout à coup, j'avais les yeux vers le mur et j'ai eu le plaisir incroyable de... Premier bouquin que j'ai vu au mur, c'était le bouquin de mon fils. Et donc je me suis arrêté au milieu de ma conférence en disant ah, c'est le bouquin de mon fils. Et évidemment, tout le monde était un peu surpris. Ça n'avait plus grand rapport avec ce que j'étais en train de dire. J'étais dans une phrase justement sur la création, sur la littérature, c'est l'éternité, etc. Mais le bonheur, c'est de voir le bouquin de son fils sur une étagère d'une librairie, bien entendu. Eh bien voilà, on parlait tout à l'heure d'éternité concernant les littératures. Je ne sais pas si ce livre est un monument d'éternité. En tout cas, à mon avis, le propre de l'éternité, c'est d'être éphémère. Alors je vous souhaite à la lecture de ce livre un moment d'éternité éphémère.